Bonjour à tous qui nous rejoignez. Bienvenue à cette table ronde, être ou ne pas être une femme dans le BTP. J'ai avec moi toutes nos intervenantes. On va attendre quelques minutes, une minute je pense, avant de commencer. On est ravis en tout cas de vous avoir, toutes et tous. On a donc nos 5 intervenantes qui sont pour l'instant là. On en a une qui nous dit dans le micro qu'elle a un peu de retard, donc on la prendra en cours de route avec grand plaisir. Donc je crois que on a préparé. Si vous voulez donner un peu d'énergie, n'hésitez pas à envoyer des messages dans le chat de bonjour, de petites infos. Comme ça nous permet de savoir un peu qui est présent. Donnez-nous un peu d'énergie, ça va nous faire du bien. Voilà, dans les caméras. Nous, on est en tout cas, on est ravis d'être là. Et n'hésitez pas à nous dire aussi s'il y a des choses en particulier que vous voulez adresser ou des points ou même des anecdotes. N'hésitez pas. Comme ça, tout le monde peut voir. Et ça nous permettra à chacun aussi de comprendre un petit peu vos attentes. Est-ce que vous voyez, je crois qu'on a prévu quelques... c'est super, les cœurs et tout, vous envoyez les emojis, ça fait plaisir. Vraiment, c'est sympa. Je pense qu'on va pas tarder. Je vois qu'il est 11h32. Ce que je vous propose, c'est de toute façon, on va avoir... donc là, il nous manque Myriam, mais qui va bientôt arriver. Je pense que le fait que vous envoyez tous ces messages va la faire arriver. Ce que je vous propose, je crois qu'il y a un sondage qui est parti aussi en même temps. Donc, n'hésitez pas à répondre au sondage. Je vous propose qu'on commence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la table ronde est enregistrée. Donc, quoi qu'il arrive, si pour X, Y raison, vous devez... un de vos collègues ou une de vos collègues n'a pas pu se connecter, il n'y a pas de souci, elle pourra la voir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas à les mettre dans le chat et je serai amené à les regarder. Donc, moi, je suis Richard Mita, je suis le directeur général de Synax et c'est un sujet qui pour nous est extrêmement important, qui est comment on amène plus de diversité dans le BTP et notamment à travers la place des femmes. Donc, c'était important pour nous de faire cette table ronde et quand on en a parlé autour de nous, très rapidement, on a eu on en a parlé aux souterraines qui viennent et qui font cette table ronde avec nous. Donc, Myriam, qui est la présidente des souterraines, nous rejoint dans quelques minutes. Et on a également Natacha, Valérie, Luna, qui font partie de cette association. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de présenter en fait chacun de nos intervenants et chacune. Et je vais leur laisser la parole pour qu'elles se présentent en quelques mots. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec Julia. Julia, si tu peux te présenter, donner en quelques mots ce que tu fais. Donc, Julia est la rédactrice en chef de construction du groupe Cayola. Ah, on ne t'entend pas, Julia. Il faut juste enlever ton micro et c'est parfait. Et ce coup-ci, c'est la bonne. Super. Bonjour Richard et merci à tous d'être présents pour cette table ronde. Et merci à l'équipe Synax de m'avoir sollicité pour l'occasion. C'est un honneur parce que je me considère moi-même comme une femme dans le BTP. Donc, c'est bien de remonter sa propre expérience. Ça peut toujours servir aux autres. Donc, je suis effectivement la rédactrice en chef de BTP Magazine sur le volet construction avec une spécialité notamment sur les machines de construction que je pratique maintenant depuis plus de 10 ans. Voilà. Super, merci et bienvenue Julia. Merci. Je propose à Valérie d'enchaîner. Si tu peux te présenter Valérie. Merci Richard, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis directrice d'exploitation chez Dodin Campement Bernard qui est une filiale de la division des grands projets de Vinci Construction. Voilà, donc j'ai en charge un certain nombre de chantiers pour cette filiale. Et puis, donc, je suis membre des souterraines, je suis marraine Elle Bouge et j'interviens aussi dans l'association Light on Job pour promouvoir notre beau métier auprès de tous les jeunes. Merci Valérie, et hyper intéressant aussi d'avoir ton point de vue via tes différentes implications dans les associations dans lesquelles tu fais partie. Ça va nous permettre d'avoir aussi d'autres visions
Ensuite, j'aimerais bien que Loubna, si tu peux te présenter en quelques mots. Donc, Loubna, elle est chef de projet, elle est senior project manager chez Transamo. Oui, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Comme disait Richard, je suis chef de projet senior chez Transamont, donc une entreprise spécialisée dans les métiers de la maîtrise d'ouvrage pour les constructions des projets et des lignes de transport dans la France et à l'international. Et je suis membre actif dans l'association Les Souterraines, bien évidemment. Super. Ça fait combien de temps que tu es dans le milieu? Je suis de la promotion de 2011, donc à peu près 12 ans, si je ne compte pas l'année d'MBA. Super. Merci, Loubna. Je propose à Marion de se présenter. Bonjour à tous. Merci Richard pour l'invitation. Donc Marion Malandin, j'ai fondé une start-up qui s'appelle Optimis Construction. Nous, on fait de l'optimisation de matériaux sur les chantiers de grosses œuvres particulièrement. On optimise ce qu'on appelle le tri soudé. Donc c'est l'acier qui est mis dans le béton armé au niveau des planchers et des murs. Donc on a une partie avec logiciel et une partie en fait de mise en place chantier. Donc on passe beaucoup de temps sur des projets de grosses œuvres. Merci beaucoup, Marion. Et pour finir, nous avons Natacha qui peut se présenter avant de donner la parole à la présidente des Souterraines, Myriam. Donc, vas-y, Natacha, je t'en prie. Bonjour tout le monde. Natacha de MyBen. Voilà, exactement. La fondatrice de MyBen. Donc, j'ai créé, moi, une société pour simplifier et optimiser les camions pour toute la partie BTP. Donc, en fait, on met en relation les entreprises du BTP avec les transporteurs spécialisés en vrac. Et l'objectif, c'est de travailler sur l'optimisation des camions qui roulent à vide et travailler sur la traçabilité des déchets pour éviter qu'ils se retrouvent en décharge sauvage. Donc voilà, je suis membre active depuis, je crois, 3 ans maintenant chez les Souterraines. Et voilà, travailler dans un monde d'hommes, je trouve que c'est hyper important de pouvoir travailler et de discuter et d'échanger sur notre parcours et sur ce qu'on ressent tous les jours au quotidien. Voilà. Super, merci beaucoup Natacha. Et pour finir, je vais donner la parole à Myriam, qui est la présidente des Souterraines, avec qui donc, nous faisons cette table ronde. Merci beaucoup à toute l'association. Et Myriam, je t'en prie, tu peux te présenter en quelques mots. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, je vous ai rejoint juste au démarrage, donc parfait. J'étais presque pas en retard. Ah, mais on a dit que tu allais arriver d'ici, donc bonjour à toutes. Just in time. C'est ça, désolé. Du coup, bonjour à tout le monde. Donc, je suis en effet la présidente de l'association depuis le début, donc depuis 2020. Et par ailleurs, je travaille à la RATP. J'ai travaillé à la maîtrise d'ouvrage pour des projets d'infrastructure et du coup, très étroitement avec des entreprises du BTP. Voilà. Et ravie de cette table ronde et du coup curieuse de voir les échanges et aussi j'espère que les personnes qui nous regardent participeront activement à ces échanges. Merci Myriam. Donc ce que je vous propose à tous qui nous écoutez pour entrer dans le vif du sujet, on va demander à Julia de nous partager un peu un état des lieux des femmes dans le BTP. Et qu'elle nous précise et que Julia nous donne un petit peu quelques chiffres de elle, ce qu'elle voit de son point de vue. Je t'en prie, Julia, à toi. Tu peux désactiver ton micro et y aller. Oui, Richard, effectivement. Donc, mon rôle, je suis journaliste, donc forcément, j'ai accès à des chiffres plutôt intéressants dans ce secteur qu'est la construction. Ce qu'il faut retenir surtout, donc je vous laisse prendre connaissance des chiffres qui sont sur le slide, je vais les détailler un tout petit peu plus dans un instant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la présence des femmes dans le secteur de la construction, si elle était confidentielle il y a 20 ans, aujourd'hui, elle a progressé. Le problème, c'est qu'elle n'a pas progressé comme elle devrait progresser. Donc, l'accélération, finalement, l'accélération ne s'est faite que ces 10 dernières années. Et encore une fois, elle est relativement décevante, puisqu'on est sur une accélération qui est d'un peu plus de 1%. Donc, ce n'est pas non plus extraordinaire.
Pour rentrer un petit peu dans le détail des chiffres, donc vous savez qu'il y a plusieurs métiers qui existent dans le secteur de la construction, effectivement. On a le bâtiment d'un côté, les travaux publics de l'autre, on a l'artisanat du bâtiment, le gros œuvre de l'autre, et puis effectivement des métiers un petit peu plus spécifiques. Si on reste un petit peu on va dire dans la globalité de ces métiers, on sait que aujourd'hui, selon les chiffres de l'Union des caisses de France Congé Intempéries BTP, la part de l'effectif féminin dans l'artisanat du bâtiment est passée de 8,7% en 2001 à 11,9% en 2018. Donc, c'est toujours relativement peu, disons les choses clairement. Il faut quand même souligner que l'artisanat, il est plus facile, si vous voulez, de s'introduire en tant que femme dans l'artisanat que dans ces métiers, on va dire, un peu plus professionnalisants, à grande échelle sur la partie gros œuvres et travaux publics. Puisqu'on parle de gros œuvres, la FFB justement nous dit que la proportion de femmes dans le bâtiment a très peu augmenté finalement, de 8,6% en 2000 à 12,3% en 2020. Et elles sont 45% à peu près à être employées au total, en étant technicienne, et 20% à être cadre, et seulement 1,6% à travailler sur les chantiers. Donc des opérationnels pas vraiment visibles sur le terrain. Il faut quand même souligner un chiffre intéressant, que je trouve plutôt encourageant. 24% des TPE-PME ont une femme à leur tête. Donc ça, c'est pareil, c'est on va dire une tendance qu'on a tous observée ces dernières années, peut-être plus à grande échelle, à l'échelle mondiale. On voit de plus en plus de femmes chefs de gouvernement, par exemple, qui se présentent. C'est le cas aussi dans la construction. Il y a énormément de femmes qui fondent leur entreprise ou qui prennent la tête d'entreprises d'une certaine ampleur. Si on revient aux travaux publics, que je n'ai pas encore mentionné, c'est peut-être le secteur qui bouge le moins, parce qu'elles étaient 11,6% en 2021, avec 20% de femmes cadres et 25% de femmes employées, techniciens et agents de maîtrise en 2021. Donc on va dire que c'est pareil, c'est pas un secteur qui bouge beaucoup. Mais il y a de gros efforts qui sont faits en la matière. On abordera le sujet un petit peu plus tard. Quelque chose de positif également, les apprentis sont également en progression, mais pareil, encore dans un pourcentage quand même relativement modeste, puisqu'on passe de 3,5% en 2012 à 5,9% en 2021, d'après les chiffres du CCCA BTP. Voilà pour la partie, on va dire, marché. Voilà, je vous pose un cadre avec quelques indications. Et il y a des analyses qui existent, et on va peut-être les passer en revue dans un instant. Ok. Et est-ce que donc on a parcouru tous ces chiffres ensemble. Julia, tu as terminé, j'imagine? Tout à fait. Super. Ce que je vous propose dans un premier temps, peut-être d'essayer de comprendre les causes de pourquoi. Moi, ce qui me fait toujours assez halluciner, c'est ce plus 1%. Qui est vraiment incroyable quand on regarde la croissance sur les 10 dernières années. Et j'aimerais bien peut-être qu'on s'attaque un peu aux causes à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas assez de femmes dans ce milieu-là? Et je propose à Myriam, en tant que présidente des Souterraines, peut-être de nous partager un peu, vous, votre vision sur les causes là-dessus. Un peu, et dis-nous, toi, comment vous analysez ça ou comment vous voyez ça de votre point de vue? Oui, très bien. Du coup, je vous laisse compléter, les filles, si je dis des bêtises. Mais bon, il y a plein de raisons. Moi, la vision que j'ai, c'est premièrement, donc, mais là, il n'y a pas de secret, le BTP souffre de préjugés et aussi du fait de son activité particulière qui nécessite des mesures de sécurité, est un milieu très étanche et en fait pour lequel on ignore les métiers qui permettent de réaliser des chantiers et du coup qui font la richesse du BTP. Donc en fait, je pense que premièrement, il y a une méconnaissance de ce secteur d'activité qui fait que réellement quelqu'un dans son entourage qui est dans le BTP, ou si on n'est pas passionné par la construction depuis tout petit, on ne va pas s'orienter vers ça.
c'est souvent le constat qu'on a fait, nous, au sein de l'association, c'est que souvent, on tombe un peu par hasard dans le milieu du BTP. Pour les personnes qui n'ont pas quelqu'un dans son entourage. C'est par hasard, mais par contre, une fois qu'on découvre ce secteur, on est toutes, pour le coup, dans l'association convaincues que c'est un secteur très épanouissant, mais encore faut-il arriver dans le secteur. Donc ça, c'est une vision, c'est que c'est là côté éducation nationale. Donc justement, quand on n'a pas quelqu'un dans son entourage qui est dans le BTP, il pourrait y avoir la solution de se dire, oui, mais que fait l'éducation nationale pour apporter un regard sur ce secteur? Et en fait, là, le propos que je vais tenir, c'est à la fois pour le secteur du BTP, mais en fait pour tous les secteurs techniques ou professionnels, c'est qu'en fait, je pense qu'on a trop longtemps dévalorisé ces métiers techniques et qu'en fait, tout le monde malheureusement, un peu tout donné en se disant non, on n'est pas sur une filière générale, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, c'est pas valorisé et du coup, je ne vais même pas m'y intéresser en fait. Donc nous, ce qu'on se dit, c'est que ça serait bien qu'il y ait un travail qui soit fait avec l'éducation nationale pour en fait mettre plus en avant tous ces métiers qui sont du coup vraiment nécessaires pour la vie de la société. Et on s'en rend compte en fait aujourd'hui avec toutes les difficultés de recrutement qui, je pense, sont liées justement à tout ce travail qui n'a pas été sur ces métiers techniques où en fait les jeunes ne s'y intéressent pas et s'y intéressaient pas et du coup on souffre de ça. Voilà. Donc après c'est deux constats très macro, mais malheureusement qui je pense amènent à ces chiffres assez faibles. Et donc du coup ce que je dis c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes, mais du coup forcément les deux encore moins de femmes. Merci, voilà. Merci Myriam. Juste pour info, je crois que ta connexion est pas très forte, on te voit plus. Je pense, mais essaie de voir si tu peux mais pas de souci, on t'entend bien. Donc il y a pas de lézard. Merci pour en tout cas pour le principal, c'est d'entendre. Okay. Merci en tout cas pour ce premier feedback. Je pense qu'on va demander à Valérie peut-être de nous donner un peu sa vision, parce qu'elle a une vision aussi un peu plus européenne, d'après ce que je comprends, qui elle a vu aussi des disparités entre les pays. Oui, alors effectivement, sur les causes, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même un problème qui est assez franco-français, parce que mes expériences, effectivement, m'ont amené à voyager, à constater qu'il y a d'autres pays du monde, alors au-delà de l'Europe d'ailleurs, plutôt l'Europe du Nord et puis l'Amérique du Nord et l'Asie, où la présence des femmes sur le chantier est bien plus importante, et ça depuis longtemps. Donc, on a un vrai problème en France quand même, alors on va dire dans les pays latins, parce qu'on a un peu le même problème sur les pays d'Europe du Sud. Et à l'appui de mon propos, on peut juste souligner que le droit de vote des femmes, qui était un point important, pour le droit des femmes, en France, est arrivé assez tardivement par rapport aux autres pays. Donc, il est arrivé en 1944, je vous fais un cours d'histoire, mais c'est 43 ans plus tard que l'Australie, 51 ans plus tard qu'en Nouvelle-Zélande, et même 29 ans plus tard que l'ex-URSS. Donc, vous voyez un peu, il y a vraiment un poids d'histoire important. Après, dans les causes, si je continue, on a effectivement il y a une image très mauvaise du BTP au sein de la société. Alors, moi, j'ai connu le BTP parce que mon père était dans le bâtiment. Alors, je suis dans les TP, mais lui était dans le bâtiment. Et pour autant, quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire des études pour aller dans le TP, avec beaucoup de bienveillance, mais ils m'ont dit, écoute, ne fais pas une école trop spécialisée du TP parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, fais une école généraliste. Donc, ils avaient pourtant confiance en moi, mais il y avait ce tel biais à l'époque que il m'avait dit, écoute, oui, on sait que tu veux faire ça, mais fais quand même une école généraliste d'ingénieur, comme ça, si ça ne marche pas, tu pourras faire autre chose. Vous voyez, donc bon, et c'était très bienveillant. C'était pas. Donc il y a vraiment une image du BTP qui est pas bonne. C'est ce que disait Myriam. Ensuite, je suis toujours sur les causes. Il y a des biais toujours qui existent au sein des entreprises encore aujourd'hui sur en fait l'intégration après le recrutement. Alors là, il faut déjà avoir passé
le stade du recrutement. clair. Mais après le recrutement au sein des entreprises, et ça je l'ai vécu, c'est qu'en fait tout est conçu par des hommes pour des hommes. C'est-à-dire que les fiches de poste sont rédigées par des hommes pour des activités faites par des hommes. Et les appréciations, les évaluations et donc les promotions qui suivent derrière sont sur des critères fixés par des hommes. Et donc ça affecte aussi l'évolution des femmes au sein des entreprises. Donc voilà, après, une dernière cause qu'on peut évoquer, c'est le sujet de la parentalité qui est encore en France massivement pris en charge par des femmes et qui provoque aussi des cassures au niveau des carrières. Alors ça, c'est vrai dans tous les métiers, mais ça ne s'arrange pas dans le BTP. Voilà, moi, ce que je pouvais dire sur les causes. Merci Valérie. Merci pour cette approche. Donc, je propose, après avoir vu un peu peut-être différents aspects, peut-être que Loubna, tu as un son de cloche un peu qui confirme un peu tout ça et peut-être aussi quelques anecdotes à nous partager. Alors, de mon côté, j'ai aussi un regard un peu plus mixte, puisque j'ai grandi au Maroc, pas en France. Donc, une partie de mon expérience s'est construite au Maroc avant que je m'installe en France. Du coup, moi, je vous raconte un peu mon témoignage, moi, comment je l'ai vécu, mon intégration dans le milieu. Alors, cela date d'un petit peu loin, puisque la première fois où j'étais sur un chantier, c'était mon père qui m'a emmenée dans un bâtiment sur lequel il travaillait. Et je me souviens jusqu'à aujourd'hui des odeurs de ciment et des matériaux qui étaient utilisés, qui se dégageaient, que j'ai appréciées. Alors, personne ne comprend pourquoi, mais j'adore ces odeurs-là. Et je me souviens très bien de ce regard fier de mon père, de travail effectué à la main, au quotidien sur ces chantiers. Alors, c'est peut-être influencé par ça que plus tard, j'ai fait le choix de faire des études en tant qu'ingénieur en travaux publics. Mais c'était également parce que j'avais cette ambition de pouvoir participer dans ces changements, cette évolution, et de contribuer à cette égalité qui devait s'installer entre les hommes et les femmes et entre les classes sociaux, parce que j'adhère énormément à ces valeurs d'égalité. Alors, pendant les études, ce que j'avais constaté, c'est que nous, les filles, nous n'étions pas minoritaires en classe. En fait, on était plusieurs. On avait des bons résultats quand il s'agit des examens, des évaluations. Donc, ça renforçait, ça légitimait nos choix. Cependant, quand j'ai commencé mes premières expériences ou bien la fréquentation des chantiers, j'étais confrontée à cette réalité surprenante. Il n'y avait aucune fille dans les travaux sur le chantier. C'était avec ces premiers regards que j'ai eus dans le milieu que j'ai constaté que, en fait, je n'ai pas de place et que je ne peux pas venir faire servir un chantier sur ces projets. Donc, intéressée par le management, à un moment donné, je me suis orientée également dans le métier de la maîtrise d'ouvrage, où j'ai eu plus de place pour pouvoir intégrer le milieu de la construction, mais également pouvoir pratiquer quelque chose au quotidien qui me plaît. Donc, de mon côté, moi, j'avais fixé par rapport à une expérience, ce que je vois autour de moi, ce que j'entends autour de moi, 4 causes majeures. Dans certains, ils sont un peu globales parce que ça concerne d'autres secteurs également. Ça concerne la situation de la femme de manière générale. Donc, le premier pour moi, ça concerne tout ce qui est la place de la femme et le manque d'équilibre au sein de la famille. Donc, c'est quelque chose qui pèse énormément encore aujourd'hui sur les choix de carrière que peut faire une jeune fille ou une fille au moment où elle doit faire ces choix-là. L'autre axe que j'avais identifié, c'est aussi l'éducation. Alors que ce soit au Maroc ou en France, on ressent la même chose, c'est qu'on n'arrive pas à dépasser les biais sociétaux qui perpétuent ces dysfonctionnements de genre au quotidien. L'autre point, c'était la formation. Quand on était en école d'ingénieur, on n'a pas été bien préparé pour ces éventuelles discriminations qu'on peut rencontrer au quotidien, pour avoir les moyens aussi de les vivre, de pouvoir les confronter et pouvoir évoluer dedans. Et enfin, c'était l'autre point qui était lié plutôt cette fois-ci à la culture qui peut être dominante dans une organisation, donc une entreprise, peut, si sa culture n'est pas favorable, constituer un frein à l'épanouissement de la femme dans le secteur et son évolution. Et je m'arrêterai là
Ok. Je laisse la parole. Super, merci Lubna. Et je crois que tu n'es pas la seule à aimer les odeurs de béton et de ciment sur les chantiers. On voit Tu me d'autres rassures. personnes qui valident ça dans le chat. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions ou à interagir dans le chat. Peut-être une vision un peu plus récente de quelqu'un qui est arrivé plus récemment dans le milieu. Je vais laisser la parole à Marion pour enchaîner un petit peu et on finira après avec Natacha qui a une vision aussi un peu différente. Mais vas-y, je t'en prie Marion, toi qui arrive dans le milieu aussi différemment, parle-nous un petit peu de ton expérience et des causes que tu vois pour ce manque de femmes dans le BTP. Alors, je vais parler de plusieurs choses que j'ai déjà vues. Déjà, je pense que je vais rebondir sur plusieurs choses qu'on a déjà dit. Je pense notamment à Valérie sur le fait que les codes sont écrits par des hommes dans le bâtiment. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui, dans le sens où on se dit, il y a beaucoup de gens qui pensent, en fait, c'est un métier, entre guillemets, masculin. Et du coup, on pense que les femmes vont se faire manger tout cru sur les chantiers. Donc, du coup, il y a quelque chose où, en fait, les gens ont peur pour nous en se disant, mais ça va, ils t'écoutent et tout ça. Mais oui, les gens nous écoutent. Et je pense qu'il y a beaucoup de préjugés. Donc, au final, ça crée le fait qu'il y ait moins de femmes qui viennent parce que du coup, on leur dit, en fait, tu ne devrais pas y aller. Et naturellement, on se dit, est-ce que je ne devrais pas y aller finalement? Donc, il y a peut-être aussi beaucoup de femmes qui ne viennent pas par peur de ce côté-là. Et ce qui fait que, éventuellement, si jamais ça se passe mal, on a ce côté où c'est vrai que, on ne va pas se mentir, dans le bâtiment, il y a beaucoup de rapports de force. Et nous, les femmes, on est peut-être moins à taper le poing sur la table comme premier réflexe, on est plus des fois dans la discussion. Et ça peut amener aussi à des situations où on ne se sent pas forcément épanoui, du coup, à d'être obligé de taper tout le temps le poing sur la table. Donc, ça peut être aussi une cause qui fait qu'on va moins sur le chantier parce que les codes sont différents. Mais ce qui est génial, c'est que je pense que les codes sont amenés aussi à évoluer. Donc, dans le sens où aujourd'hui, je pense qu'il y a ce côté, on se dit, le bâtiment, il est comme ça, il est à la dure et ça ne peut pas changer. Il faut être comme ça pour s'intégrer. Et je pense que c'est faux parce qu'on voit qu'en fait, il y a des nouvelles générations d'entrepreneurs qui arrivent, de femmes sur les chantiers et qui amènent des choses hyper positives et qui poussent leur boîte au maximum. Donc moi, je pense notamment à des gens avec qui je travaille qui sont dans mes clients en gros œuvres. Donc je pense notamment, par exemple, à Cécile Mazot, qui a l'entreprise Mazot à Lyon, qui est une très belle boîte de gros œuvres. Ils ont aussi d'autres corps d'État. Et l'entreprise Mazot, par exemple, Cécile, elle a des très fortes convictions au niveau environnemental. Et en fait, elle l'a mis en place, par exemple, sur l'ensemble des chantiers. Et en fait, elle a pu convertir ses collaborateurs qui ont aussi cette conviction-là à essayer de mettre en place, par exemple, du béton plus durable avec la farge. Je pense aussi à Caroline Semin, que je ne connais pas personnellement, mais qui, elle, du coup, ils font de l'enduit, par exemple. Donc là, on est plutôt côté industriel, mais qui a repris l'entreprise familiale et qui, derrière, impulse, en fait, pareil, l'impact écologique, mais aussi d'autres choses autour, en fait, de l'image de la femme dans le bâtiment et arrive, en fait, à montrer qu'on peut dépasser ce côté très l'image masculine négative qu'on peut avoir sur le bâtiment et qu'en fait, on peut tous être ensemble, en fait, avec chacun notre approche du bâtiment comme on la voit et comme on aimerait qu'elle soit. Ouais, mais je pense que le partage de rôle modèle un peu et de cette nouvelle génération qui arrive, hein, tu parlais de Semin, tu parlais aussi de Mazot. Je pense que c'est aussi ça montre aussi qu'on peut, c'est aussi des nouveaux modèles qu'on peut montrer aux jeunes générations en tout cas. Natacha, toi, tu as eu plus l'occasion de travailler avec beaucoup de transporteurs aussi. Quelle est ta vision, toi, un petit peu des causes un peu de ce manque de femmes dans le BTP? Alors moi, je parle de manque, hein, j'ai pas peur de le dire, hein, mais oui, tu as raison. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Écoute, alors moi, ce que je peux... Marion parlait tout à l'heure qu'il y avait de plus en plus de femmes. Moi, je le confirme aussi. Hein, parce que quand je suis arrivée il y a un petit peu plus de 12 ans dans ce secteur-là, j'avais pratiquement aucune femme sur les chantiers qui était conductrice de chantier ou quoi que ce soit. Maintenant, je commence à en avoir de plus en plus. Donc déjà, ça veut dire qu'en 10 ans, il y a déjà eu un gros travail de fait. Donc ça, je tenais à le dire parce que il y a eu un vrai effort, que ce soit dans les grands groupes comme Bouygues ou autres, où on sent qu'il y a une vraie volonté de faire rentrer des femmes
même sur le chantier, pas que dans les bureaux. Et ça, je trouve ça chouette parce que c'est ce qu'il faut. Et en fait, ça permet aussi d'avoir, je trouve, des chantiers qui sont pas mieux organisés, mais je trouve qu'avec une femme, ça passe beaucoup mieux les chantiers. Ça, c'est un peu bête, mais ça apporte quelque chose, en fait. On apporte quelque chose et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus fluide. Donc voilà. Et après, oui, en effet, moi, je travaille beaucoup avec les transporteurs et du coup, les entreprises plutôt, on va dire, TP. Et de ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, je ne connais pas encore de chef d'entreprise femme dans le TP. J'en ai encore aucune en termes de clientes. Hein. J'en ai vraiment aucune, j'ai que des hommes. Par contre, côté transporteur, bon, c'est pas un pourcentage très élevé, hein, je vais vous le dire, mais sur à peu près 150 transporteurs que j'ai chez moi, je dois avoir 5 ou 6 femmes. Et bon, c'est déjà ça. Mais voilà, c'est en train de s'ouvrir aussi tout doucement. Mais comme aussi on disait tout à l'heure, c'est que en tant que femme, je trouve que dans ce secteur-là, une fois qu'on a fait, une fois qu'on a montré qu'on savait de quoi on parlait, qu'on savait s'imposer, qu'on savait apporter une solution à nos clients ou fournisseurs, on est beaucoup plus respecté et ça passe tout seul en fait. Mais c'est vrai que si on n'a pas un caractère pour s'affirmer, on peut comprendre que les femmes se disent « Ok, en fait, c'est pas trop pour moi et j'ai un peu peur de me faire manger ». Ce qui est un peu le cas quand même, on va pas se mentir. Dans mon secteur, hein, après. De se faire manger, c'est ça ou oui, de se faire manger, pas se faire respecter en fait. Donc du coup, c'est vrai qu'une on va dire une jeune femme qui se dit « Ah bah tiens, je vais aller dans le secteur parce que c'est sympa », il faut quand même avoir un peu de caractère pour travailler aussi dans ce secteur-là. Tout le monde dit oui de la tête, donc ça me va. Ça me rassure. Mais c'est vrai que non, je trouve que le secteur, comme on disait, c'est hyper épanouissant parce qu'il y a plein de choses à faire. On est très à l'ancienne encore, donc il y a plein d'innovations. Tous ceux qui ont envie d'innover, de travailler sur l'environnement, il y a tellement de choses à faire qu'il y a beaucoup de postes passionnants qui sont à pourvoir aujourd'hui. Et il faut aussi que l'éducation aussi ouvre beaucoup plus les portes aux femmes dans ce secteur-là, parce que c'est un des critères des souterraines aussi sur lesquels on se base, c'est d'aller en école aussi pour pouvoir parler aux jeunes, pour dire « Ok, ça existe, on est là, et vous êtes les bienvenus, quoi, en fait. » Donc, du coup, ça, il faut vraiment... Il y a encore beaucoup de parents qui disent « Non, ma fille, tu n'iras jamais dans le BTP, c'est pas un secteur pour toi, quoi. » Donc, je pense qu'il y a encore un vrai travail à faire pour les parents aussi. On va parler des solutions juste après. Mais c'est clair, vous avez déjà abordé quelques points. Je pense qu'on a parlé de biais, carrément. On a parlé de biais, on a parlé de stéréotypes, on a parlé aussi culturellement de choses différentes entre les pays. Et peut-être quelqu'un qui vient, et moi je vais demander à Julia aussi de nous donner son expérience, parce que Julia, toi tu viens un peu d'un côté, puisque toi tu es plutôt du côté journaliste, donc tu es allé interroger des gens. Donc qu'est-ce que tu as pu voir, toi, comme cause de ton expérience? Alors, moi, en 10 ans, sincèrement, j'ai vu le secteur évoluer de façon assez impressionnante. Là où je suis d'accord sur Valérie, ce qu'elle expliquait tout à l'heure, c'est que c'est un problème franco-français où on a vraiment un secteur qui est conservateur. On le voit très bien, notamment dans la digitalisation. Ils ont beaucoup de mal encore à se mettre à niveau. Certaines entreprises, vous leur en parlez, ils vous regardent et vous disent « Moi, digitalisation, c'est OK, j'ai dématérialisé mes factures, mais c'est tout. » Oui, c'est encore une réalité, effectivement. Et moi, ce que je vois, c'est que autant au début, effectivement, moi, j'arrivais un peu dans mes petits souliers parce que les opérationnels sur le chantier me regardaient arriver en me disant « Mais c'est quoi cette petite bonne femme? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Rien à faire ici. » Et en fait, avec le temps, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine bienveillance qui s'était installée, mais avec ce que disait Natacha tout à l'heure, la condition que vous montriez que vous savez de quoi vous parlez. Vous savez de quoi vous parlez, vous avez bossé, vous connaissez les métiers, vous vous y intéressez aussi, ça c'est très important. C'est vraiment la clé pour débloquer, on va dire, peut-être certains hommes qui sont peut-être un peu en retrait quand ils voient arriver une femme.
Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le secteur de la construction, très clairement, souffre toujours d'une image négative. Je sais que certaines fédérations comme la FNTIP, la FFB travaillent énormément justement pour changer ça. Il y a énormément de campagnes qui sont faites en l'occurrence. On y reviendra après parce que j'expliquerai aussi dans quelle mesure c'est une solution, mais aussi dans quelle mesure elles peuvent desservir justement le secteur. On y reviendra. La pénibilité n'est pas une vue de l'esprit, elle existe, donc ça peut effectivement rebuter certaines femmes. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Julia. Je me permets d'intervenir parce que sur ces sujets-là, on a beaucoup évolué, notamment dans le TP. Et moi, je sais que quand je fais des visites, j'essaye de bien montrer à quel point, dans le TP, alors je ne parle pas du bâtiment, je ne le connais pas, mais dans le TP, les activités sont quand même désormais très mécanisées, très mécanisées. Et je voudrais bien qu'on compare en fait la pénibilité de porter un demi-sac de ciment par rapport à la pénibilité de quelqu'un qui se trimballe un cajot de patates sur un marché. Je veux dire, honnêtement, c'est pareil. Donc, si tu veux, la pénibilité, faut pas en faire des caisses non plus parce qu'il y a, pour le coup, il y a pas beaucoup d'innovation dans le TP, je pense. Tu as raison, mais sur la mécanisation, il y a quand même des choses qui ont été faites. Et bon, voilà, ça, tu vois, si tu veux faire un article là-dessus, ce serait sympa. Pas de malentendu du tout, Valérie, puisqu'en fait, je voulais dire exactement la même chose que toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, le secteur souffre d'une mauvaise réputation. Pourquoi? Parce que la pénibilité est souvent mise en avant. Ça a été le cas à une époque, ça l'est beaucoup moins maintenant, effectivement. Il y a énormément de choses qui ont été mises en place du point de vue innovation. Pour ceux qui connaissent le salon Batimat, il y a un concours chaque année qui s'appelle les Trophées de l'innovation, où il y a énormément de choses qui sont mises en avant justement pour réduire la pénibilité. Et la plupart des grandes entreprises de BTP, Colas, Bouygues, Vinci, ont pris vraiment le problème à bras-le-corps et proposent aujourd'hui énormément de groupes de travail sur le sujet de la pénibilité. Donc ça, effectivement, si c'était un problème au départ, aujourd'hui, c'est devenu un faux problème. Le machisme ambiant, qui était le cas aussi il y a quelques années, il ne faut pas se mentir, on est toutes passées à côté d'un chantier où des hommes nous ont sifflé, etc. Ça existe encore, hein, c'est clair. On a toujours cette idée reçue qu'il y a beaucoup de harcèlement sexuel, etc. Là encore, je pense que c'est une idée reçue parce que les hommes aujourd'hui sont quand même relativement bien éduqués à ce niveau-là, ils font énormément d'efforts et je trouve que c'est parfois peut-être un petit peu exagéré de leur mettre sur le dos toutes ces histoires de faire attention à ce que tu dois dire, etc. etc. Ça crée une espèce d'inhibition où au final les pauvres hommes, ils n'osent plus dire quoi que ce soit. Donc c'est pareil, c'est quelque chose je pense sur lequel il faut quand même pas mal travailler. L'absence d'indication claire sur les filières aussi joue un gros problème au niveau de l'éducation, au niveau de l'orientation des étudiantes vers les filières. Il y a énormément de femmes, je pense, qui seraient tout à fait partantes pour venir expérimenter ces métiers si, on va dire, que la communication était claire sur le sujet. Ce n'est pas encore le cas, même si, encore une fois, les fédérations travaillent sur le sujet. Quant aux préjugés, effectivement, les préjugés, à mon sens, sont quand même pas mal entretenus sur ce secteur-là. La seule chose sur laquelle je rejoins, par exemple, ce que disait Natacha tout à l'heure, c'est qu'il faut continuer à se battre pour faire ses preuves dans ce secteur-là. C'est vrai, contrairement, c'est peut-être le seul déséquilibre sur lequel j'ai vraiment eu à faire, moi, personnellement. C'est-à-dire que quand on arrive sur le terrain en tant que femme, on a l'impression qu'il faut en faire 2 fois plus pour on va dire, montrer qu'on est au même niveau que ses pairs, ses homologues masculins. Donc voilà. Au niveau de la communication, on y reviendra peut-être après. Attention à l'effet pervers, de ne pas trop. Je vois par exemple sur le réseau social professionnel LinkedIn, on voit énormément de communication justement en faveur des femmes. Là encore, je pense qu'il ne faut pas trop en faire parce qu'on arrive à un effet pervers où on voit des femmes dans tous les sens. Quand certaines entreprises veulent communiquer, ils mettent une femme avec un casque, un grand sourire et puis une clé à molette dans la main. On tombe dans les clichés et ça, à mon sens, ça fatigue l'utilisateur du réseau social et ça brouille peut-être le message. Voilà, donc ça, c'est moi mon ressenti aussi du point de vue journalistique, parce que je suis du côté aussi d'une certaine communication. Mon boulot, c'est aussi de remonter les informations telles qu'elles sont. Et voilà, moi, j'alerte là-dessus. Attention à ne pas trop surcommuniquer sur les femmes dans la construction, ne pas en faire des clichés parce que on en fait une risée, alors qu'au final, ce qu'on demande, c'est juste un certain équilibre. Merci à toutes pour cette première partie, en tout cas sur les causes que vous avez pu identifier. Moi, ce que je retiens principalement, c'est beaucoup de stéréotypes quand même liés à l'éducation. Je retiens aussi que le fait qu'on a culturellement, il y a peut-être une singularité un peu de chez nous, côté France et Europe du Sud. Je retiens aussi, et ça a été dit à plusieurs reprises, le fait que vous devez plus
montrer qu'un homme. Et ça, aujourd'hui, ça reste quelque chose de valable partout. En revanche, il y a des points d'amélioration que j'entends, hein, c'est il y a aussi que ce qu'on pouvait voir avant d'un point de vue sur des remarques sexistes ou des choses comme ça, ça existe toujours, mais ça peut-être en train de diminuer. Et sur la pénibilité également, il y a peut-être moins de pénibilité qu'il y a eu, ou même, je voyais dans les commentaires qu'on faisait référence à des métiers un peu plus du service à la personne ou des métiers dans le secteur médical, on doit porter des patients. Porter un patient, c'est peut-être plus lourd qu'un sac de ciment, hein, je reviens sur ce que disait Valérie tout à l'heure. Hein. Et également le fait qu'on ait de plus en plus de rôles modèles un peu, de femmes qui prennent la direction de grands groupes, même vous, hein, à travers ce que vous faites, vous, chacune au quotidien, mais également à travers l'association des Souterraines, vous mettez en avant des rôles modèles qui permettent aussi aux jeunes générations de s'identifier. En parlant de solutions maintenant, je sais qu'on a deux dimensions au niveau des solutions. Il y a une première dimension au niveau peut-être réglementaire, et ce qu'on fait au niveau de la loi. Et ça, Julia, si tu peux nous partager peut-être quelques éléments de ce qui est fait. Et derrière, je demanderai à chacune un peu les actions que vous entreprenez, que vous voyez, qu'on peut faire concrètement pour changer cette dynamique. Julia, je t'en prie. Oui, Richard, je vais essayer de ne pas trop monopoliser la parole parce qu'il y a énormément de choses qui ont été faites, mais c'est surtout qu'elles ont été faites très récemment. La réglementation, elle a été statique pendant des années, on ne l'a pas vraiment vu bouger ces 20 dernières années, mais elle s'est accélérée, on va dire, ces 2-3 dernières années. Alors très concrètement, et sans trop vous saouler, on va dire, avec ce qui a été mis en place du point de vue réglementaire, pour accélérer l'égalité professionnelle, on a la loi RIC-1 qui a été adoptée le 24 décembre 2021 et qui vise à établir un seuil de féminisation dans les entreprises. Concrètement, elle va imposer aux entreprises de plus de 1000 salariés la présence de 30% de femmes à des postes à responsabilité d'ici 2026 et 40% à compter de mars 2029. Il y a 2 mois, on a eu l'accord relatif à l'égalité femmes-hommes qui est entré en vigueur. Elle contribue en fait à assurer l'égalité salariale et une représentation équilibrée dans les postes à responsabilité des entreprises d'architecture et leurs instances représentatives. C'est vrai qu'on est sur de l'archi, mais c'est quand même l'environnement de la construction. De plus, depuis mars 2020, on a toutes les entreprises françaises d'au moins 50 salariés qui doivent publier une note globale de l'index de l'égalité femmes-hommes et chaque année. Et en 2022, sur l'ensemble de ces entreprises, on a eu 98% qui doivent encore produire des efforts pour faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ça, c'est un chiffre du ministère du Travail. Aujourd'hui, 35% des entreprises ont moins de 2 femmes dans les 10 meilleures rémunérations. Donc là, par rapport à ça, effectivement, les instances publiques ont pris le problème à bras-le-corps. Au niveau des formations professionnelles, là aussi, il y a quand même une amélioration, ça se féminise. Il y a des formations qui sont exclusivement composées de femmes dans plusieurs centres de formation en France et qui leur permettent de les accompagner dans des métiers type maçon, VRD et qui leur permettent de décrocher à la clé un emploi dans les entreprises de travaux publics. C'est le cas notamment du centre de formation Généa Formation à Montoire de Bretagne dans la Loire-Atlantique qui a permis en juin dernier à 7 femmes de débuter une alternance d'1 an au sein du groupe Charrier. Quant au réseau CCCA BTP, donc l'organisme de formation, notamment dans les TP, il encourage la féminisation des métiers du bâtiment et des travaux publics à travers l'opération plurielle, les femmes au cœur du BTP. Ça, je crois que c'est Valérie qui en a parlé tout à l'heure. Globalement, juste pour terminer là, une petite conclusion rapide avant de passer la parole, il y a une nécessité quand même de mieux orienter les femmes qui souhaitent se réinventer, même se reconvertir, parce qu'il y a énormément d'opportunités. Il y a un gros panel de différents métiers, donc énormément de variété au niveau des compétences à acquérir ou qui existent déjà, et de nombreux postes dans l'encadrement, le numérique, voilà, et l'environnement. Ça, c'est des métiers assez récents qui ont des leviers de recrutement très, très, très intéressants pour ceux qui ont des appétences dans le digital et la volonté de contribuer à un monde meilleur. Super, merci Julia pour ces quelques éléments. Et on voit que d'un point de vue réglementation, ces choses qui commencent à être mises en place vont avoir des conséquences. Alors, ça prendra bien évidemment beaucoup de temps, mais de toute façon, il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Mais en fait, on le sait tous, ce qui est important, c'est aussi ce qu'on fait au niveau local. Myriam, donc en tant que présidente des Souterraines, tu as évoqué l'éducation et peut-être des actions. Parle-nous peut-être un peu des actions que vous entreprenez
manière au niveau de l'association et concrètement, est-ce que vous faites comme pour changer cette dynamique-là? Ça, alors, bon, je vais pas parler de tout ce qu'on fait, mais je vais me concentrer sur l'objectif 100. Donc, c'est un projet de cette année. Donc, le but, c'est que l'association qui soit donc à l'intersection, on va dire, entre les entreprises du BTP et les collèges, enfin, en tout cas, les établissements scolaires. Et donc, dans notre objectif 100, on souhaite, sur l'année scolaire 2022-2023, proposer aux élèves de 3e de réaliser leur stage d'une semaine de découverte d'entreprise dans des entreprises du BTP. Et donc voilà, l'intérêt, c'est que l'association a un réseau de partenaires et d'adhérents qui pourraient accueillir ces jeunes pendant une semaine. Les jeunes, du coup, par contre, n'ont pas ce réseau et n'ont pas les points d'entrée dans les entreprises. Et donc, du coup, nous, on serait donc à la frontière pour favoriser ces stages. Donc, 100 jeunes en entreprise. Et l'association fournirait les EPI, notamment les chaussures, parce que souvent, les entreprises ont des craintes sur le fait d'accueillir des mineurs. Alors, il faut savoir que pour le stage de découverte, il n'y a pas de problème en termes de réglementation pour être en observation. S'il fallait réaliser du travail, ce serait plus compliqué, mais là, c'est un stage d'une semaine, c'est de l'observation. Donc, elles peuvent accueillir des mineurs. Par contre, souvent, elles ne disposent pas des en petite taille suffisamment en nombre ou autres. Donc, nous, on propose à travers l'association de financer les EPI. Et du coup, l'idée, voilà, c'est de constituer un maillage assez dense en Île-de-France d'entreprises prêtes à accueillir ces jeunes et ensuite s'adresser auprès des collèges pour du coup sensibiliser les jeunes qui voudraient s'intéresser au BTP. Et donc, il y a déjà en effet beaucoup de stages qui ont été déjà effectués. On travaille avec la SGP, Société du Grand Paris, qui aussi accueille des jeunes et qui cherche des entreprises pour les accueillir sur une demi-journée. Donc là, on travaille de concert avec la SGP. Et du coup, c'est un objectif qu'on veut perpétuer chaque année. Donc voilà, donc on se lance cette année. C'est un petit peu fastidieux parce qu'il faut créer toutes les connexions. Mais on se dit que c'est un des moyens pour faire découvrir le BTP à un public jeune. Et susciter des vocations éventuellement. Et ce que je lis là dans certains commentaires, c'est aujourd'hui un objectif 100, demain un objectif 10 000 pour couvrir toute la France. Bien sûr. Voilà. Ce sera un peu c'est des choses, c'est comme ça qu'on commence et qu'on peut aller beaucoup plus loin à terme, c'est clair. Merci Myriam, et la connexion est beaucoup mieux et on te voit. Je vois qu'il y a pas mal d'interactions sur le chat, n'hésitez pas. Il y a des sondages qui ont été lancés, on en reviendra tout à l'heure. Peut-être pour Natacha, toi, quelles sont un peu les solutions que tu vois? Tu fais partie des souterrains, donc il y a des choses bien évidemment que tu mets déjà en place, mais il y a peut-être d'autres choses que toi tu vois au quotidien? Oui, alors qu'est-ce qu'on met en quotidien? Donc du coup, moi aussi, par exemple, je prends des stagiaires, donc on essaie aussi de trouver des femmes aussi pour essayer de leur faire découvrir notre secteur. Pour être franche, c'est pas facile de trouver des femmes qui ont envie de travailler dans notre secteur. Quand même, il faut aussi le rappeler que même si on ouvre des postes, c'est pas pour ça qu'on a beaucoup de CV femmes. Donc du coup, on essaie de discuter avec les écoles. Par exemple, moi, je travaille beaucoup. Je suis beaucoup avec Neoma, l'école Neoma. Du coup, sur la partie commerce et la partie marketing. Et en fait, on essayait d'échanger avec la personne qui gère toute la partie stage. Et je leur disais, mais dès que je mets une annonce chez vous, j'ai 99% de CV d'hommes, quoi. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes des hommes ou vraiment je donne pas envie, quoi, en gros. Et en fin de compte, oui, c'est vrai qu'il y a les femmes ont un peu plus de mal. Donc, du coup, j'essaie d'avancer avec eux pour essayer de pouvoir avoir une sorte de petit webinaire avec eux, peut-être même d'un quart d'heure ou 20 minutes, mais de pouvoir échanger sur cette partie de femmes entrepreneuses et dans le BTP. Donc, parce que Neoma ont quand même pas mal de filières aussi pour la partie entrepreneur. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir échanger avec les étudiants. Et après, qu'est-ce que je fais vraiment concrètement? Moi, j'ai une demoiselle chez moi qui est en marketing et du
coup, j'ai donné quelques missions d'aller parler directement aux femmes qui travaillent, alors pas forcément sur les chantiers, mais les femmes pour l'instant qui sont derrière un volant d'un gros camion. Et donc, du coup, on a commencé l'année dernière à aller interviewer ces femmes qui sont tous les jours en fait sur les chantiers, mais voilà, pas sur le chantier, mais en ouvrier, mais plutôt côté, ok, j'arrive sur le chantier avec mon gros engin, et donc du coup, comment ça se passe aussi. Donc voilà, concrètement, on a des petits articles et les prochains donc, vont arriver en février où je l'ai envoyé une journée entière avec la femme dans le camion pour voir un peu son quotidien. Donc, Et je voilà. crois que tu l'embauches de mémoire. Oui. Alors, c'est une conséquence, mais c'est pas forcément une direction. Mais tu n'as que des femmes dans ta boîte, c'est bien ça? Tout à fait, en effet. Ça n'a pas changé. Non, toujours pas. On est 100% femmes pour l'instant. Donc, comme tu disais, hein, c'était pas forcément une volonté, mais bon, voilà, ça s'est fait comme ça. Et tu vois, en poste de commerce, par exemple, parce que je cherche quelqu'un, eh ben, j'ai que des CV d'hommes. J'ai aucune femme. Ok. Donc, voilà. Donc, voilà, je vais laisser parler un peu à tout le monde aussi. Ouais, et, voilà. Super. Marion, toi un peu, qu'est-ce que tu en penses? Tu parlais des rôles modèles tout à l'heure. Tu parles aussi qu'il y a une vision via l'impact un peu plus de réduction, l'impact écologique, comme tu pourrais attirer des femmes. C'est aussi des idées que tu as. Peut-être parle-nous un peu plus. Du coup, je vais rebondir. Déjà, je voulais rebondir sur quelque chose qui a été dit sur le machisme aussi. Je voulais dire déjà qu'il y en a, je trouve, moins éventuellement que dans d'autres secteurs, ou en tout cas, c'est vrai que s'il y a des choses qui se manifestent, elles vont se manifester beaucoup plus ouvertement, et du coup, elles peuvent être désamorcées plus tôt. Je dis ça dans le sens où, pour ma part, j'ai un diplôme d'ingénieur à la base, mais après, j'ai fait une formation en école de commerce. Et en fait, au cours de ma formation, par exemple, en école de commerce, on avait beaucoup plus de parité. On se retrouvait plus souvent à avoir en association des groupes de discussion où il n'y avait que les filles et des groupes de discussion où il n'y avait que des garçons. Je parle de chat WhatsApp ou de choses comme ça. Donc, vraiment des ségrégations en fait, qui étaient plus fortes à des moments donnés que quand on était en école d'ingénieur ou sur les chantiers où, au final, s'il y a des moments où il peut y avoir des choses ou des petites remarques qui sont déplacées, en fait, l'effet de groupe, l'affichage en effet de groupe va faire que ça va se rabattre sur la personne qui a fait ça. Et au final, j'ai l'impression que ça change plus vite par rapport à du secteur on va dire, du machisme un peu plus ordinaire qui va être plus insidieux, où on va nous poser des questions plus à pourquoi tes femmes... on va te poser des questions sur les enfants ou des choses comme ça qui passent un peu plus en sous-marin et qui, du coup, est moins remis sur le fait que, oui, c'est du sexisme, quoi. Donc voilà, et ensuite, je voulais rebondir sur ce qu'on peut faire. Donc, je pense que c'est pas mal de faire du mentorat aussi, c'est-à-dire d'accompagner des femmes qui veulent aller dans le bâtiment. Donc, c'est vrai que je suis aussi un peu comme Natacha, j'essaie d'avoir aussi des femmes quand je recrute. Donc, en tout cas, de pouvoir avoir des profils aussi bien d'hommes que de femmes et de montrer qu'en fait, on peut très bien s'épanouir dedans. Et c'est vrai que moi, à la base, quand j'ai monté Optimise, je ne pensais pas du tout... Enfin, même avant de monter Optimise, je ne pensais pas forcément faire une boîte dans le bâtiment. Donc, j'ai vu à travers la boîte de mon père comment ça se passait. Et au final, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Quand je suis sur un chantier, je me sens bien, je me sens à ma place. Et en fait, c'est incroyable d'avoir ce côté-là. Et du coup, ce n'était pas forcément quelque chose que j'avais pu imaginer. Et je trouve génial de pouvoir discuter avec des jeunes qui se posent des questions et qui se disent, ça aussi, ça peut être une voie possible. Donc voilà, accompagner les femmes dans ce côté-là, montrer ce côté un peu rôle modèle à mon échelle. Et même moi, comme je disais, j'ai des rôles modèles pour d'autres femmes dans le secteur. Voilà. Super. Merci Marion. À tous ceux qui sont présents, je pense qu'on va finir un peu plus tard que prévu. On va finir vers 40, comme ça au moins, ça nous permettra déjà, d'écouter tout le monde et de rebondir sur 2-3 choses qui sont importantes dans le chat. Lumna, quand on discutait, toi, tu avais donc bien évidemment, tu parlais d'éducation, de soutenir dans le choix du métier, mais tu parlais aussi de former à l'interculturel de genre. Je crois que c'est ce dont tu me parlais, Lumna. C'est ça? Oui, en effet, c'était quelque chose dont on a parlé lors de notre entretien ensemble.
aujourd'hui, on sait, depuis le début du XXIe siècle, on promeut les histoires d'égalité, du sexe, la liberté de choix entre les femmes et les hommes. Et pourtant, aujourd'hui, quand on arrive dans le secteur, on a l'impression, ou bien on nous renvoie cette image-là comme quoi on est une résultante d'une certaine transgression sociale ou un parcours atypique. Et ça crée une forme de mise à l'écart ou de retrait parce qu'on a l'impression de ne pas être à sa place. Et donc, moi, je faisais beaucoup attention un petit peu à ce qui se passe autour de moi. De par mon métier, je suis amenée à croiser ou à rencontrer beaucoup de gens, que ce soit dans l'ingénierie avec les maîtrises d'œuvre, les maîtres d'ouvrage, ou que ce soit dans l'entreprise avec les entreprises de travaux avec qui on peut collaborer. Et je continue à constater certaines scènes depuis plusieurs années. Et je pense que le facteur nombre peut en jouer également. C'est que, par exemple, quand on est dans un groupe et qu'on va prendre la parole, je constate que quand une femme va prendre la parole, on ne va pas forcément prêter très attention à ce qu'elle va dire. Cependant, il va y avoir son collègue qui va prendre le relais et répétera la même chose, il sera plus entendu. Sinon, si on voudrait poser une question, ça sera un petit peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on va privilégier l'homme qui est en face, quand bien même cette question s'adresse au domaine de compétences de la femme dans le groupe. Donc, c'est des petites scènes, des petits sujets de mini-discrimination, si on peut appeler ça comme ça, qui font un petit peu qu'on ne voit pas beaucoup ces femmes prendre la place qu'ils méritent, parce qu'ils font beaucoup de travail dans les coulisses. Donc, je pense s'il y avait une question de légitimité ou bien de mérite ou bien de se montrer, comme disait tout à l'heure Richad, c'est-à-dire c'est celui qui a fait le travail qui doit le montrer derrière. Et donc, je pense cette question, ces scènes-là, on les voit encore. Moi, j'aurais imaginé que je verrais moins en France que ce que j'avais vu au Maroc. Ce n'était pas le cas. Et je pense en travaillant avec l'association, j'étais quand même assez perturbée quand j'ai découvert les chiffres dont il a fait rappel tout à l'heure Julia. 1% d'évolution en 10 ans, c'est quand même glaçant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste un ressenti, ce n'est pas juste une expérience individuelle, c'est un état de fait, c'est la réalité aujourd'hui. En France, on a évolué en 1% pendant 10 ans. C'est quand même perturbant. Donc, si je reviens sur les solutions, pour moi, il est très important aujourd'hui, et je pense qu'on partage cette vision avec mes collègues dans l'association, c'est de parler, de se libérer, d'en parler, ne pas rester contraint par les tabous. Je pense qu'il faut en parler sans vouloir incriminer ni culpabiliser l'autre, parce que ce n'est pas notre objectif. Ce n'est pas de dire que c'est la faute des hommes ou du masculin d'une manière générale. C'est une situation qui existe et qu'aujourd'hui, on a besoin de changer. Ça commence à changer. Il faut continuer pour pouvoir arriver à une situation satisfaisante et que les mentalités autour de nous changent. Je pense que le vocabulaire également qu'on peut utiliser dans le quotidien peut être très impactant parce que certains, de ce que j'ai vu, en tout cas, de ce que j'ai constaté, quand on arrive à dépasser la barrière déjà à l'entrée de recrutement, c'est-à-dire qu'on arrive dans le secteur, il arrive la deuxième barrière qui se crée pendant qu'on est dans le secteur et qui fait qu'il y en a qui quittent le milieu. Parce qu'il y en a aussi, on n'a pas les chiffres, moi je ne possède pas ces chiffres-là aujourd'hui, mais c'est l'écart dans les entrants-sortants pour savoir ce qui reste. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que par rapport à mon entourage, je vois plein de femmes qui ont quitté en cours de chemin pour passer dans d'autres secteurs qui étaient plus favorables parce qu'ils trouvaient que le quotidien était un peu pesant. Donc, je pense que changer le vocabulaire du quotidien, ça peut être dans cette rééducation, sensibilisation culturelle par rapport au genre. Je pense qu'il faut continuer aussi les débats, pouvoir débattre et démystifier le métier. Ce n'est pas un métier masculin, il n'a pas été inventé pour être exercé que pour les hommes. C'est un métier où chaque humain a le droit d'exercer, a le droit de pratiquer à partir du moment où il est passionné et qu'il est compétent pour le faire. Je pense aussi qu'il y a un autre chemin aussi qui est important. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas ma position il y a quelques années, c'est les histoires de quotas et de la législation
qui favorise la présence des femmes dans des postes de responsabilité, comme il l'a rappelé tout à l'heure, Julia, dans les dernières et les récentes législations. Je pense que c'est important de voir ces femmes-là parce que ça permet de challenger les pratiques dans le top. Et après, ça peut ruisseler également dans le reste des sphères de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a la loi, il y a les sensibilisations, il y a des parcours spéciaux. Je pense qu'il faut continuer et il faut aussi faire bien participer les collaboratrices là-dedans. On ne les fait pas juste pour redorer l'image de l'entreprise, juste pour faire du marketing, juste pour faire de l'excès, comme on voit sur LinkedIn, mais c'est plutôt pour pouvoir améliorer le quotidien des collaborateurs. Et j'aimerais bien finir sur une note quand même assez positive. Vas-y, je t'en prie. Après, on parlera. Valérie, elle a plein de choses à dire sur tout ce que tu viens de dire en plus. Je finis avec une note positive. Je pense que le management de proximité est très intéressant. Moi, je me rappelle des premiers jours où je suis arrivée chez Transamont, mon entreprise actuelle, où j'ai rencontré mon chef qui était, de par son attitude, sa bienveillance et son respect, parce qu'il a fait en sorte que je sois intégrée facilement dans l'équipe qui était jusque-là à 100% masculine. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui m'a permis aussi d'être un peu plus à l'aise, plus confortable pour pouvoir déployer un peu plus mes talents, mes compétences et pouvoir évoluer. Donc, je tiens à remercier cet homme que j'apprécie énormément. Et je dis qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Il n'y en a pas que des hommes qui nous posent problème. Il y a beaucoup d'hommes aussi aujourd'hui qui ont changé, qui ont évolué dans la mentalité, nous permet aujourd'hui d'être mieux accueillis, mieux intégrés et bien évoluer dans le secteur. Et en fait, on a des hommes en plus sur le chat qui sont, j'imagine, d'accord avec vous. Et on a notamment quelqu'un de chez Charrier. Julia, tu prenais un exemple de Charrier tout à l'heure, mais on a quelqu'un de chez Charrier d'ailleurs en ligne. Valérie, je pense que tout ce qu'a dit Loubna et Marion, Natacha et Myriam résonne énormément. Et je pense que toi aussi, tu as d'autres solutions au quotidien que tu aimerais nous partager. Alors oui, je partage complètement là, les propos de Loubna. Je faisais aussi partie de celles qui étaient contre les quotas au début de ma carrière, mais j'ai changé d'avis depuis. Donc, alors je vais essayer de ne pas paraphraser tout ce qui a été dit précédemment. Alors, dans les solutions, il y a le fait de multiplier les événements de ce type. Et pour reprendre ce que disaient Loubna et Julia également, en intégrant des hommes, alors donnant la parole, parce qu'on ne va pas faire l'égalité ou au moins améliorer la parité sans eux et contre eux. Et effectivement, il y a beaucoup d'hommes qui sont convaincus de l'intérêt d'avoir de la diversité dans les équipes et dans les équipes du BTP. Donc, je pense qu'il faudrait aussi qu'on leur donne la parole et que la prochaine table ronde, il y ait la parité avec des hommes et des femmes qui parlent de parité. Le point peut-être qui n'a pas été abordé, sur lequel je peux dire un petit mot et qui me tient à cœur, c'est dans le quotidien et dans l'évolution des pratiques managériales, c'est d'adapter les rythmes de travail aux situations personnelles. Et ça, finalement, c'est valable pour les hommes et pour les femmes, pour pouvoir aussi privilégier les sujets en lien avec la parentalité, pour avoir des équilibres de vie qui sont meilleurs. Et là-dessus, on a beaucoup de progrès à faire dans le TP. Julia l'a dit, c'est un secteur qui reste très sclérosé sur ces sujets-là. Et donc, nous, on doit prendre ce sujet à bras-le-corps et le faire évoluer pour le bien des hommes et des femmes, parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Donc, voilà. Et pour terminer sur mon action particulière, ça a déjà été dit, mais j'ai effectivement la conviction qu'il faut qu'on parle aux jeunes, à ceux qui n'ont pas encore, qui se sont pas encore fait une idée de ce qu'ils feront plus tard. Et moi, je mets le poids du corps sur les interventions à la fin du collège, au début des années lycée, là où les choses ne sont pas encore complètement calées, pour les intéresser à nos métiers, donc que ce soit dans le cadre des souterraines, dans le cadre d'Elle Bouge, dans le cadre de Light on Job. J'interviens pour dire viens dès chez nous, on s'éclate, c'est super, il y a de la place pour tout le monde. Voilà, et donc j'essaye de parler aux jeunes femmes et aussi aux jeunes hommes. Donc voilà, dans les solutions, mais je partage tout ce qui a été dit au préalable.
Merci à toutes. Ce que je vous propose, c'est, il y a un thème qui revient et je sais quand on en a parlé, il y a eu pas mal de pouces qui se sont levés, et c'est un thème qui peut être un peu controversé. Il y en a, quand on parle du quota des femmes, une des conséquences de ça, c'est, la réflexion des compétences. Et je sais que c'est quelque chose qui, pour en avoir parlé avec chacune d'entre vous, c'est quelque chose qui vous tient à cœur de manière générale. Et bah, je pense que ce serait bien d'avoir un peu votre avis. Je sais qu'il y en a qui sont plutôt pro-quota, d'autres un peu moins sur la partie compétence. Je vous laisse y aller. Peut-être que qui veut y aller en premier? Marion, tu veux y aller en premier? Vas-y. Ouais. Moi, je veux bien, justement, j'ai pas parlé des quotas. Et moi, après, c'est mon parti pris. Mais moi, je trouve que les quotas, je trouve ça super bien parce qu'en fait, on parle beaucoup du mérite. Mais je pense que les femmes qui sont dans le bâtiment, elles méritent d'être là. On mérite tous d'être là. Et il y a un moment qu'on nous tend la main, bah, faut pas dire ah non, non, il y a l'ascenseur, non, non, je vais prendre les escaliers. Je veux dire, on nous donne des chances, faut les saisir. Et après, on montre qu'on sait pourquoi on est là. Et moi, je suis assez engagée de ce côté-là parce qu'en fait, je veux dire, il y a plein de gens qui ont des portes faciles à des moments. Et nous, si les femmes-là, on a la chance qu'il y ait une loi qui est faite pour qu'on puisse avoir des super opportunités, je ne vois pas pourquoi on devrait cracher dessus et dire « Ah non, mais moi, on m'a dit que je devais être dans la pénibilité et mériter ma place. » Mais on les mérite, notre place. On a mérité. Et généralement, si on est là, c'est parce qu'on travaille dur et tout ça. Et je trouve que voilà, c'est une chance d'avoir cette loi. C'est une super chance. Et les femmes qui ont la chance de décrocher des postes parce qu'elles les méritent, parce qu'elles se battent, ben oui, peut-être qu'elles ont eu une chance à un moment donné, mais du coup, elles vont la saisir, elles vont montrer pourquoi elles sont là. Voilà. Super, on sent en tout cas l'émotion. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Allez-y, hein, Valérie. Sur le sujet des compétences, mais j'ai déjà écrit dans le chat. Déjà au départ, alors en France, on est très attaché sur les diplômes, etc. Quand on démarre ingénieur dans le métier, on a le même diplôme qu'un ingénieur. Et donc, je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème de compétences. Techniquement, on a appris les mêmes choses. Moi, je sais que je me suis toujours attachée, et je parle de mon expérience personnelle, mais à être hyper pointue techniquement mais comme aurait pu être un autre ingénieur, pour être là, pour être pertinente sur les sujets. Mais c'est ma formation d'ingénieur qui me l'a permis. Donc, je vois pas où il y a un problème de compétences. On a les mêmes formations, donc on doit avoir les mêmes postes. Je comprends même pas pourquoi la question se pose, en fait, en vrai. Ok. Myriam, tu voulais partager quelque chose, je crois. Ouais. Non, mais en complément, et c'est pour reboucler avec ce que dit Valérie, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas parler de genre, hein, donc d'hommes et de femmes, mais de talent. Et donc, en fait, juste voir les gens à travers leurs talents et les compétences et pas comment elles sont nées, en fait. Et du coup, et en effet, malheureusement, pour faire changer les choses, il va peut-être falloir passer par des quotas. Mais je pense surtout, en effet, qu'il faut juste parler de compétences et peu importe qui il y a derrière, en fait. Et je pense que là, on en est encore vraiment très loin pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Mais voilà, en effet, les formations sont les mêmes, les stages, les expériences, les évaluations, tout est pareil. Il faut surtout, je pense surtout aussi dire que rassurer aussi les femmes pour leur dire qu'elles ont tout à fait les capacités d'accéder à des postes de direction et de management. Et je pense que c'est aussi souvent ça qui pose souci, c'est qu'elles pensent ne pas avoir les capacités alors qu'elles les ont toutes. Donc voilà. Super. Je vois l'heure qui avance, il nous reste 2 minutes. Je pense qu'on va faire une petite conclusion. Ce que je vous propose en conclusion, c'est peut-être à chacune de sortir un mot de ce qu'elles ont retenu ou de ce qu'elles veulent partager en un hashtag. Je vous en prie, je vous laisse commencer et celle qui veut commencer, commence, il n'y a pas de souci. On a un mot, c'est ça? Ouais, en un mot, en un hashtag, toi, ce que tu as compris, ce que tu veux laisser de cette table ronde. Alors, pas tout en même temps, s'il vous plaît. Moi, je vais te dire un mot riche. Je vois qu'en fait, on a tous des avis et
des avis complémentaires. Et du coup, je trouve que c'était très riche. Super. Vous pouvez enlever votre micro, oui, unmute, et puis allez. Natacha, tu veux y aller, ça? Ou Julia? Mais ça va être assez classique, mais je dirais hashtag diversité, quoi. Pour moi, c'est ce qu'on a besoin, que ce soit pas que des hommes, pas que des femmes, mais vraiment un mélange de tout, quoi. Okay. Voilà. Julia? Moi, je vais choisir le terme pragmatisme. Pourquoi pragmatisme? C'est parce que je pense qu'on ne peut pas faire bouger les choses toute seule. Je rejoins sur tout ce qui a été dit sur mes consoeurs et homologues de tout à l'heure. Ce qu'il faut mettre en avant, c'est avant tout les compétences, les profils avec des formations ad hoc pour les postes qui sont aujourd'hui proposés. Ne pas oublier que l'environnement et le numérique sont des leviers de croissance, donc des leviers pour proposer de nouveaux profils et de nouvelles filières. Rien ne pourra se faire sans les écoles, et les écoles ont pris le problème à bras-le-corps. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui n'a pas été souligné, mais moi je le dis parce que je suis au contact des écoles très régulièrement et je fais beaucoup de choses en matière justement de création de nouvelles filières, de masters. Donc là, pour le coup, il y a un vrai pragmatisme. Et puis, très rapidement, au niveau opérationnel sur le terrain, sachez qu'il y a des entreprises et des hommes qui recherchent avant tout à recruter des femmes. Pourquoi? Parce qu'ils disent que elles ont une précision, une minutie dans leur travail qui est juste extraordinaire, notamment dans tout ce qui est mécanique autour des engins de chantier. Voilà, et même le fait de conduire des engins, ils confient ça volontiers à des femmes justement parce qu'elles sont extrêmement prudentes, extrêmement vigilantes dans le respect des règles, etc. On voit énormément d'exemples dans ce secteur. Voilà. Merci Julia. Valérie, je vois que tu as un hashtag. Moi j'ai mis on est bien dans le BTP. Super, venez, on est bien dans le BTP. Voilà. Lumna ou Marion, je vous laisse. Oui, je dirais aussi, oui, action. Ce qui est super, c'est qu'on peut passer à l'action et moi, ça fait pas très longtemps que je suis dans le secteur non plus, mais les choses changent et je sens qu'on va aller que vers du plus. Super. Et Lumna, ton mot. Alors, moi, je choisis le mot ensemble, car je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire, beaucoup de chemin à parcourir, donc il faut qu'on soit ensemble et il nous faut beaucoup d'énergie. Donc, il faut se rassembler. Écoutez, moi, je vais vous dire, mon hashtag, c'est merci. Merci à toutes de faire bouger les choses au quotidien. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Valérie nous a donné rendez-vous à une prochaine table ronde, donc on prend le rendez-vous. Myriam nous a parlé de son objectif 100 à travers les souterraines. Arrivons à 100 cette année et beaucoup plus les prochaines années. Et encore une fois, merci à toutes. Et puis, à très vite. Et comme on dit, comme le hashtag, les différents hashtags, faisons bouger les choses ensemble en tout cas. Au revoir à tous et merci. Merci. Pour votre intervention. Merci Richard pour nous avoir donné la parole. Merci à tous pour l'organisation. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. On va arrêter l'enregistrement.